Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre Journal des Alpes. Voici les titres de ce dimanche. Nous reviendrons sur cette journée d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Nous évoquerons le souvenir de 3 défunts originaires des Alpes. Comme chaque week-end, Yann Gonon reçoit l'invité du dimanche. Ce soir, Jacqueline Hubert, directrice générale du CHU Grenoble-Alpes. Elle est l'une des rares femmes à la tête d'un si vaste établissement de santé. Enfin, un dimanche de sport avec vous, Frédéric Lefrançois. Dites-nous tout. Je vous propose ce soir un joli bouquet de sport avec du ski, du rugby, du handball, un panier complet de résultats, sans oublier un gros plan ce soir qui sera consacré aux championnats de France et Coupe de France d'escalade qui se sont tenus ce week-end à Chambéry, en Savoie. À tout à l'heure. Je vous le disais dans les titres, ce 13 novembre était dédié au souvenir des victimes des attentats de 2015 à Paris et Saint-Denis. Du Stade de France au Bataclan, comme un peu partout dans le pays, des cérémonies ont rendu hommage à la mémoire des disparus. Parmi les 130 victimes, 3 personnes originaires de la région ont perdu la vie ce jour-là. Récit Jordan Guéant. Un an après, au Bataclan, au Petit Cambodge, partout où les terroristes ont frappé, un hommage a été rendu à leurs victimes. Le président de la République, la maire de Paris, et des plaques de marbre sur lesquelles sont écrits les noms des 130 morts, 130 victimes dont 3 étaient originaires des Alpes. Mathieu Giroux avait 39 ans. Il était père de 2 enfants, géographe de métier. Mathieu a grandi à Jarry, près de Grenoble. Depuis le 13 novembre, ses proches tiennent une page d'hommage sur Facebook. Sa femme, elle, raconte leur histoire et sa tristesse dans un livre, Nos 14 novembre. Au moment du drame, Aurélie était enceinte. La petite Thelma est née en mars dernier. Raphaël Ruiz avait 37 ans. Il a vécu et grandi entre la Drôme et Grenoble, où il avait étudié à Sciences Po. Guitariste, passionné de musique, il était lui aussi au Bataclan le soir du 13 novembre. Romain Feuillade, lui, se trouvait à la Belle Équipe. Originaire de Gilly-sur-Isère en Savoie, il était restaurateur à Paris, où il tenait une brasserie. Romain avait 31 ans. Des attentats plus que jamais d'actualité, puisqu'après les attaques terroristes de ce funeste 13 novembre, l'état d'urgence a été instauré en France. Depuis, il ne cesse d'être prolongé. Hier encore, Manuel Valls déclarait sur la BBC que ce régime exceptionnel serait sans doute reconduit jusqu'aux élections présidentielles. On écoute la réaction de Lionel Beffre, préfet de l'Isère, au micro d'Isabelle Guyader. Nos forces de police et de gendarmerie sont mobilisées. On essaie aussi, et on y parvient lors des grands événements, à garantir une sécurité maximale en accroissant les forces publiques qui sont là. Par exemple, en ce moment, nous avons une foire à Voiron. Nous avons mobilisé plus de forces que d'habitude, évidemment. Lorsqu'il y a eu la foire de Beaucroissant, nous avons aussi mis un dispositif beaucoup plus étoffé que ça n'était le cas. On essaie évidemment de faire en sorte à la fois que la vie quotidienne continue, mais de sécuriser les événements qui se passent dans notre département. Jacqueline Hubert, directrice générale du CHU Grenoble-Alpes, est l'invitée du dimanche cette semaine. Elle est l'une des rares femmes à la tête d'un établissement de santé aussi important. Il est aussi le plus gros employeur de l'agglomération. Le CHU, situé sur la commune de La Tronche, va faire l'objet de gros travaux de rénovation et de transformation d'ici 2020. Entretien signé Yann Gonon. Bonsoir Jacqueline Hubert. Vous êtes la grande patronne du CHU Grenoble-Alpes que l'on voit juste derrière nous à l'image. Qu'est-ce que représente le CHU de Grenoble? Combien de lits, combien de médecins? Alors le CHU, c'est une très grande maison qui accueille à peu près 2000 patients hospitalisés, un peu plus de 2000 patients hospitalisés, qui emploie 8000 salariés, dont 1500 médecins, et qui gère un budget de plus de 700 millions d'euros. C'est le plus gros employeur par exemple de la région grenobloise? C'est le plus gros employeur de l'Isère. Le CHU Grenoble-Alpes, c'est aussi l'établissement autour duquel se sont regroupés depuis le 1er juillet dernier 8 autres établissements de santé dans le département de l'Isère. C'est ce qu'on appelle les groupements hospitaliers de territoire. À quoi ça sert de se regrouper? Est-ce que c'est juste pour faire des économies? Alors, pas du tout. Le GHT, je m'y suis particulièrement impliquée puisque j'avais été chargée par Madame la Ministre d'une mission avec un médecin de Bayonne pour la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. Donc c'est la loi de santé de janvier 2016 qui prévoit que sur un territoire donné, les hôpitaux publics s'organisent entre eux pour mettre en place des parcours patients de telle façon à ce que les patients soient toujours au bon endroit
pour favoriser une égalité d'accès à des soins de qualité. Donc c'est ça d'abord les GHT, ce sont des parcours patients et c'est le patient au bon endroit. Alors à l'époque, juste avant le mois de juillet, les syndicats parlaient à l'époque de coups de force, de mépris du personnel. Ils affirment que le seul objectif de la réforme finalement c'est de fermer des lits dans les hôpitaux locaux, de supprimer des emplois. Ils n'ont rien compris ? Je ne sais pas s'ils n'ont rien compris ou peut-être n'avons-nous pas été assez convaincants. C'est la mise en œuvre des GHT qui montrera effectivement l'efficacité des GHT. L'idée n'est pas de fermer les petits établissements puisque ce qui plus est, on va être en solidarité financière. Donc on n'a aucun intérêt à ce qu'un de nos établissements publics. Il n'y aura aucun établissement qui ferme. Il n'y aura aucun établissement qui ferme. L'idée, c'est justement de faire un groupe public solidaire. Le privé a su s'organiser de cette façon, on doit être capable de faire de même. Justement, gérer un hôpital, un CHU, c'est la même chose que gérer une entreprise. Il y a quand même la santé des patients qui est en jeu. C'est une entreprise dans l'essence du terme. Puisqu'effectivement, on a un chiffre d'affaires, on a un budget à gérer, on a des personnels à gérer, on a des patients à accueillir. Alors effectivement, c'est une entreprise particulière, avec une mission particulière, puisque le but, c'est que les patients sortent dans le meilleur état possible à l'issue des soins qu'on leur aura prodigués. Vous êtes une dizaine de femmes seulement en France à diriger une telle structure. Pourquoi aussi peu de femmes à ce niveau ? Là, j'aurais bien du mal à vous répondre. Pourquoi aussi peu de femmes ? Quand vous êtes arrivés, vous n'étiez que 2 ou 3. Hein. Alors, je suis arrivée il y a 3 ans, donc c'est pas très vieux. À l'époque, nous n'étions que 2. J'étais la seconde. Il y en avait eu 3, 4 à un certain moment, mais effectivement, nous n'étions que 2. Je ne sais pas, est-ce que les femmes n'osent pas ou est-ce qu'on ne leur a pas proposé non plus ces postes ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Un vaste chantier va débuter, il nous mènera jusqu'en 2020, vaste chantier de modernisation. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement au CHU Grenoble-Alpes ? Eh bien, on espère que de nombreuses choses vont changer. Donc effectivement, nous avons eu l'autorisation en 2015 d'entamer pour 270 millions de travaux et d'équipements en investissement. Ce sont 3 opérations. La première opération qui va commencer tout début janvier. Donc vous pourriez venir à nouveau pour la première pierre de notre bâtiment. Ça va être les urgences, les réanimations et l'héliport qui ne va plus être comme maintenant derrière nous, mais qui va être sur le toit du bâtiment. Première opération. Deuxième opération, une reconfiguration de nos blocs opératoires. On appelle le nouveau plateau interventionnel puisqu'il va y avoir aussi des équipements, de la radiologie interventionnelle, etc. Donc pas uniquement de la chirurgie, qui va être reconstruit en 3 phases. Et la troisième opération, c'est l'opération sur le bâtiment Michelon qui est derrière nous. Une énorme structure de 15 étages et qui convient effectivement de terminer la mise aux normes de la sécurité incendie et puis de refaire un certain nombre d'espaces aujourd'hui désaffectés et pour les rendre plus accessibles aux patients. Merci en tout cas Jacqueline Hubert, directrice générale du CHU Grenoble-Alpes. Merci d'avoir accepté l'invitation du 19-20. Merci beaucoup. Voilà, on passe au sport avec vous Frédéric Lefrançois et on commence avec du ski. Et on part entre les premiers piquets du premier slalom de la saison à Lévis, en Finlande. C'était les hommes qui étaient en piste cette fois-ci. Et un seul vainqueur à l'arrivée, normal, l'Autrichien Marcel Hirscher, qui s'impose dans la purée de poids avec talent et plus d'1 seconde d'avance sur son premier poursuivant. Il est content Marcel. Le premier Français, Alexis Pinturo, distancé au-delà de la 20e place à l'issue de la première manche, a sorti lui un très beau deuxième run pour finir 11e de ce slalom. Dans 2 semaines, ce sont les spécialistes de la vitesse qui entreront en jeu sur le continent nord-américain. Un petit détour par les murs d'escalade avec des grimpeurs au top en Savoie. Je vous emmène effectivement pour une escapade et pour de l'escalade. C'est là en Savoie, effectivement à Chambéry, que 600 spécialistes âgés de 15 à 19 ans, filles et garçons, autrement dit les catégories cadettes et juniors, ils s'étaient donné rendez-vous pour participer au championnat et Coupe de France. Un reportage à bloc signé Jean-Christophe Pain et Vincent Abran. Aussi un bon club qui progresse bien, le maillot violet. Les blocs, la version la plus explosive de l'escalade. Sensation unique que nous explique Julia de Chambéry,
la meilleure cette année dans sa catégorie. Si on est dans des bonnes conditions, des fois on va oser, on va y aller direct, on ne va pas se poser de questions. Et parfois quand on a des doutes, on va hésiter, on va se reprendre à plusieurs fois et c'est ça qui fait la différence. En fonction des blocs techniques, des fois il vaut mieux être très très patient pour trouver le bon placement qui va permettre de faire le mouvement. Dans des blocs plus physiques, il vaut mieux ne pas traîner parce que du coup rester sur les prises ça fatigue et plutôt essayer d'aller assez vite, enchaîner les mouvements assez rapidement. On est tout le temps en train de chercher, tout le temps en train d'essayer de trouver une solution. C'est comme résoudre un problème. C'est comme résoudre une énigme. C'est pareil mais physiquement quoi. Après les qualifs, ces hommes, les ouvreurs, réaménagent toutes les prises. Les finalistes ne découvrent le nouveau parcours qu'au dernier moment. Il est taillé sur mesure. Avant, peut-être encore maintenant, il peut y avoir des problèmes d'anorexie en escalade. Donc si nous, on continue à mettre, par exemple, aux jeunes filles des choses très à doigts en dalle, à la limite, elles ont presque, malheureusement, il faudrait mieux qu'elles soient maigres pour pouvoir y arriver. Donc en fait, nous, on peut considérer que si on leur met des dévers ou des jetés, il faut plus avoir des qualités athlétiques et musculaires. Donc en fait, à la limite, à notre petite échelle, on peut lutter contre l'anorexie, par exemple. En 10 ans, le niveau des compétiteurs a littéralement explosé. Parmi les meilleurs, Chambéry est très bien placé. Et un mot de handball maintenant avec Chambéry en déplacement hier soir à Aix-en-Provence et victoire des Chambériens. À noter la belle stat de Melvin Richardson qui a claqué 10 buts hier soir. Victoire donc, la deuxième à l'extérieur cette saison. Les Savoyards en jaune à l'écran se sont imposés sur le score de 32-25. Et après 7 journées de championnat et 7 victoires, Chambéry reste 5e du championnat. On passe au ballon ovale à présent avec un résultat cruel pour Grenoble en top 14. Une nouvelle déception effectivement pour le 15 isérois puisque le FCG a été à nouveau battu hier soir. On jouait la 11e journée du top 14 et Grenoble recevait l'Union Bègles-Bordeaux. Nouvelle défaite pour 2 petits points seulement, 24-22, mais une défaite quand même, la 9e de la saison. Tout avait si bien commencé pour le FCG. Vigneski sert Gio à plomb qui aplatit avec la manière. Petit à petit, Bordeaux revient dans la partie. Mickey passe 2 pénalités. Et à la 37e minute de jeu, O'Connor transperce le rideau défensif du FCG. L'UBB mène 13-8 à la pause. Dans le deuxième acte, les débats vont être musclés. Loïc James aplatit sur la ligne, mais l'arbitre refuse l'essai. Le camp grenoblois s'énerve. On ne voit jamais le toucher à terre. Reprise du jeu, Ducoing intercepte la balle. Une course de 100 mètres, c'est la douche froide au stade des Alpes. On a tout donné, toute notre trip et on n'est pas récompensé. On est dans leur 5 mètres. J'aplatis sur la ligne, il y a l'arbitre de touche qui est sur la même. J'ai même pas envie de parler d'arbitrage, mais après on se prend un contre-assassin. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est contre nous. Le pack grenoblois ne baisse pas les bras. Le FCG met un essai et repasse devant au score. Mais juste avant la sirène, Lionel Boxis donne le coup de grâce. Bordeaux l'emporte 24-22. Il y a un moment, quand on revient dans le match, on se dit putain, ça y est, la chance elle est enfin de notre côté et ça va enfin nous sourire. Après, voilà, il reste encore, on est la 11e journée, c'est ça, il reste encore 15 matchs, on va se battre et le maintien, s'il faut aller le chercher avec un point de bonus offensif sur la dernière journée, on ira le chercher sur la dernière journée avec un point de bonus offensif. 3e revers à domicile de la saison, ça devient compliqué pour le FCG, toujours bien ancré dans la zone rouge. Et histoire de ne pas se rassurer avec cette fameuse zone rouge, on va jeter un coup d'œil au programme qui attend le FCG. Vous allez voir, c'est du costaud. Il y a vraiment du souci à se faire. Lors des 5 prochaines journées, le FCG ira au Racing, peut-être pas en bus, mais quoique. Il recevra Montpellier au Stade des Alpes, il reçoit Toulouse, il va à La Rochelle, il va à Brive, ça sera en 2017. Bref, que du lourd, avec des matchs de Coupe d'Europe au milieu. Ça va être vraiment très compliqué pour le FCG. On enchaîne avec une série de résultats et on commence par un Grand Prix moto. Un Grand Prix moto, le dernier de la saison et des nouvelles de Loris Baz. Le Haut-Savoyard termine 18e du Grand Prix de Valencia en Espagne, remporté par Yogué Lorenzo. Et au final, au classement général, Loris Baz termine 20e. On continue avec d'autres résultats qui concernent
Du football pour commencer, match en retard de CFA, Jura Sud s'est incliné 1-4 face à Annecy. En football, Coupe de France, cette fois-ci le 7e tour, l'AS Mézirieux a fait bien des misères au GF38 qui a fini par s'imposer quand même, victoire au tir au but 4-1. Et Grenoble jouera le 8e tour le 3 ou 4 décembre prochain. On passe maintenant au hockey sur glace avec la Ligue Magnus, dernier match de la 18e journée, Lyon perd 2-3 face à Grenoble. Et voilà, et le meilleur pour la fin, la revue du web. Si vous le dites, c'est la 4e saison pour la revue du web. Pour la 4e année consécutive, nous allons retrouver 4 extraits vidéo tirés d'Internet. On l'avait quitté en pleine balade écossaise. On le retrouve à quelques milliers de kilomètres de là, en Afrique du Sud. Danny McCaskill a posé son talent et son vélo au Cap. Il enroule et déroule, file facile, plein cadre dans les rues, sur les toits. Comme d'hab, c'est beau et technique à la fois. On reste sans voix. Un festival du film de montagne, c'est toujours un moment à ne pas rater. Celui-ci comporte 4 éléments, est itinérant, donc avec un peu de chance, il passera près de chez vous. C'est le cas si vous habitez Annecy, mais malheureusement, c'est complet. Mais heureusement, il reste des places pour une projection à Chambéry le 17 novembre prochain. Alors celle-là nous a fait beaucoup rire. De l'extrême football alpin. Un sport réservé à l'origine aux Dahus mais qui va tellement bien aux humains. Et c'est clair que les tacles et les ballons brossés dans le pentu, c'est tout de suite très différent. Disons qu'il faut être bien cramponné. Bref, c'est drôle, bien vu, original, la preuve que l'humour est dans le pré. Et on termine avec du brio. Grâce à ce duo haut-savoyard, qui repousse toujours un peu plus loin la définition du vol en wingsuit. Tournés dans les Dolomites, Fred et Vince, cette fois nous font basculer dans une séquence ahurissante, hallucinante. 90 secondes de freestyle avec enchaînement de figures en parfaite synchronisation. C'est tout juste énorme. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et hâte plus tard. Et avant de refermer cette page sport, on se quitte avec l'affiche. Elle concerne le hockey sur glace, la Ligue Magnus, avec un match important. Les Brûleurs de Loup vont recevoir mardi à 20h15 l'équipe des Pionniers de Chamonix-Morzine. Le meilleur gagnera, mais c'est vrai qu'en ce moment, on peut dire que les Pionniers ont besoin d'avoir une victoire à la fin. Merci Frédéric, bonne semaine. Merci. On la désigne souvent comme étant le 9e art. La bande dessinée était à l'honneur à Grenoble ce week-end. Le salon BD Grenoble a ouvert ses portes en 1991 grâce à une association de passionnés. Un salon qui a la singularité de permettre au public de rencontrer les auteurs des ouvrages proposés lors de cette manifestation. Isabelle Guyader avec Christelle Nicolas. Voici un trait qui rappelle sans aucun doute quelqu'un. Corto Maltese, ressuscité sous la plume de Rubén Pelerero, dessinateur espagnol, que tous les aficionados d'Hugo Pratt attendent avec gourmandise de rencontrer. L'univers a une légère variation, qui n'est pas désagréable d'ailleurs. Je ne saurais pas dire, c'est peut-être plus doux, je dirais, que ce à quoi je suis habituée sur Corto Maltese. Mais c'est vraiment un sentiment... voilà. 20 ans après la mort d'Hugo Pratt, pour celui qui redonne vie aux marins romantiques, le moment est important. C'est un personnage BD incroyable, très grand, avec une personnalité très forte, de la même auteur d'Hugo Pratt, que c'est le créateur. Et pour un côté, jamais on peut faire le même, qui a fait le maître.
Et pour l'autre côté, c'est nécessaire que le lecteur retrouve un peu l'esprit de les histoires de Corto Maltese. Entre auteur et lecteur, le tête-à-tête dédicace se fait parfois dans le plus grand silence. Il n'en est pas pour autant moins riche en émotions. C'est la première fois que je fais des dédicaces de cet auteur, mais après j'en ai fait d'autres, donc c'est un peu une habitude, mais c'est le plaisir, c'est ça, c'est de les voir dessiner et de voir ce qu'ils font, comment ils le font. La bande dessinée a gagné des galons d'art majeur. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, c'était, disait-on, l'apanage des cancres ou des paresseux. C'est ce qu'on disait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de texte, mais ça permet de s'évader, de faire aller son imagination. Je trouve que non, plus de liberté, voilà. Et aujourd'hui, même les tout petits ne s'y trompent pas. C'était l'événement culturel et people du week-end en Savoie. Michel Polnareff était sur la scène de la Halle olympique d'Albertville hier soir. À 72 ans, celui que l'on surnomme l'Amiral a assuré 2 heures de spectacle et enchaîné tous ses tubes devant un public conquis. Ambiance avec Jordan Guéant et Maxime Kimener. Sa chérie, ou ses chéris, en l'occurrence 2000 chéris réunis hier soir à Albertville pour applaudir Michel Polnareff. Même après 50 ans de carrière, l'Amiral continue de séduire toutes les générations. Il traverse les années, il traverse les époques. C'est un petit peu notre doudou quand on n'est pas bien. On a 20 ans ce soir. Ça fait du bien? Ça fait du bien, oui. C'est la 2e fois. La dernière fois, j'étais enceinte de Titouan. Voilà, donc je pense que ça l'a marqué. Salut. À 72 ans, et même après une tournée riche de 80 dates, Polnareff ne semble pas rassasié. Un bref moment de concentration, une grande inspiration. Puis le top départ. 2 heures de spectacle, 2 heures de tube, non-stop. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée elle fait quoi? Non, 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 non. Personne. La musique, les décors fantastiques, extraordinaires, les jeux vraiment, de lumière. wow. C'était un spectacle aussi bien audio que visuel. Des années après, il est toujours aussi sympa. Il a un peu vieilli. Oh, c'est pas grave ça. Nous aussi, on a vieilli. Nous aussi? Non, il n'a pas vieilli. Mais il est mimi comme tout. Un petit peu là, mais bon, ouais. De quoi rien. Non, on va boire un verre avec lui d'ailleurs. Vous nous excuserez? Toutes lumières allumées, Polnareff a conclu par un immense karaoké. Un beau moment de communion, à Albertville, l'Amiral a, comme toujours, fait chavirer ses centaines de moussaillons. Fin de ce journal, merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain midi en compagnie de Pauline Allo. Et puis n'oubliez pas, l'info continue sur notre site internet alpes.france3.fr. Bonne soirée à tous, à bientôt.